Éric Lombard veut donc réduire le nombre de fonctionnaires, ce sont ses mots, c'est lui qui le dit, pour maîtriser les dépenses publiques et réduire notre déficit public l'année prochaine à 4,6% pour tendre vers les 3% niveau qui stabilisent la dette publique française. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Alors les chiffres, ils ne sont pas encore fixés par le gouvernement, c'est ce que d'ailleurs a ajouté le ministre de l'économie. Donc on entend cette volonté politique affichée derrière cette déclaration. Après, toute la question, comme d'habitude en France, on est bon pour les déclarations, mais d'ailleurs, est-ce que ça va se transmettre dans les actes? D'abord, c'est tout à fait normal que le ministre de l'économie dise ça aujourd'hui. On est en préparation du budget 2026. La situation est tendue. L'an dernier, on a dit qu'on allait faire des économies face à cette situation tendue, et puis on a surtout relevé l'impôt. Et donc, ça ne peut pas durer éternellement. D'ailleurs, il y a un certain nombre de hausses d'impôts qui ont été des hausses d'impôts exceptionnelles. Donc, cette année, si on veut vraiment réduire le déficit, avec une croissance qui reste tout de même très très faible, eh bien, il faut baisser les dépenses. Et donc, baisser les dépenses, c'est notamment s'interroger sur le fait de savoir si on a besoin de tous les fonctionnaires, des près de 6 millions de fonctionnaires que la France emploie. Donc, c'est tout à fait normal qu'à ce stade je dirais de la procédure budgétaire et puis aussi au regard de la conjoncture économique, de la conjoncture financière de la France, il est tout à fait normal que le ministre de l'économie dise ça. Donc ça n'est pas vraiment surprenant. Ensuite, la question, c'est savoir est-ce qu'il va pouvoir effectivement le faire? Et là, c'est permis d'avoir beaucoup plus de doutes parce que le passé n'est pas très et même le passé récent, parce que depuis 2017, on a les chiffres depuis 2017. Entre 2017 et 2022, selon une étude FIPECO, le nombre de fonctionnaires en France a augmenté de 178 000. On rappelle, pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron s'est engagé à une baisse de 120 000. Après, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise du Covid. Mais en 2023, le nombre de fonctionnaires a de nouveau augmenté. L'INSEE nous l'a dit. 62 000 agents supplémentaires ont été embauchés. Alors, dans ces chiffres, il y a trois grands blocs. Il y a l'État, les collectivités locales et les hôpitaux. L'État, si on regarde, sur longue période, sur 25 ans, le nombre d'emplois dans la fonction publique d'État a augmenté de 5%. Ça n'est pas énorme. On pourrait sans doute faire beaucoup mieux parce que cette fonction publique d'État, ce qu'elle fait beaucoup, c'est du maniement de l'information. Et il me semble qu'en 25 ans, on a des outils de maniement de l'information qui ont fait des progrès tout à fait conséquents. Quand vous allez dans un commissariat et que vous avez un policier qui prend votre déclaration de vol, quand il est sur le terrain, il ne fait pas du traitement d'information, il fait un autre métier. Mais quand il est au commissariat et qu'il prend une déclaration et qu'il continue à taper à un doigt et qu'il faut 30 minutes rien que pour déclarer l'état civil et l'adresse, ces 3 éléments, on se dit que c'est pas possible, quoi. On doit pouvoir faire mieux. Et ça, non, on ne fait pas mieux. On doit pouvoir faire mieux dans l'administration public d'État parce que c'est du maniement de l'information et qu'on a des outils pour le faire. Mais on ne le fait pas. Premier point. Deuxième point, c'est les hôpitaux. Alors les hôpitaux, évidemment, depuis le Covid, ça explose. On est à plus 5% en 4 ans d'emploi dans les hôpitaux. C'est tout à fait significatif. Il y a d'excellentes raisons de le faire parce qu'il y a plein d'endroits où on manquait de gens. Il y aura aussi d'excellentes raisons de faire tout à fait autrement. Et pour ça, il faudrait s'organiser autrement. La gestion de l'hôpital, il y a des hôpitaux qui sont très bien gérés, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien gérés. Les directeurs d'hôpitaux ont des compétences administratives, ils n'ont pas des compétences managériales. Et un hôpital, ça doit se gérer. C'est pas seulement remplir des formulaires et faire de la conformité. C'est aussi gérer les gens. Et les directeurs d'hôpitaux n'ont pas le moyen de faire. Et donc là, on a sans doute... Il y a des besoins, ça, il n'y a absolument pas de doute, mais il y a aussi sans doute possibilité de s'organiser beaucoup mieux. Et puis le troisième bloc, et donc si on regarde sur un quart de siècle, l'hôpital, c'est même pratiquement un tiers d'emplois en plus, alors que la population française a pris 15%. Donc là, les effectifs à l'hôpital ont augmenté 2 fois plus vite que la population française. Alors c'est vrai aussi que la population a vieilli, donc il y a plus de besoins, mais... on doit même pouvoir s'organiser. Et puis le troisième bloc, c'est les collectivités locales. Donc là, depuis 25 ans, ça a pratiquement doublé l'emploi. Et les collectivités locales, c'est pour l'essentiel les communes. Les 3/4 des emplois, c'est dans les communes. Et donc là, c'est très compliqué à nouveau parce que, premièrement, l'État s'est déchargé d'un certain nombre de missions
sur les collectivités locales sans leur donner les moyens correspondants. Et donc c'est aux collectivités locales de se débrouiller pour rester poli. Donc c'est normal qu'elles... Voilà, et donc elles ont des problèmes de cette nature. Ensuite, il y a un deuxième point, alors qui est plus difficile à dire, qui est plus compliqué, mais dès que vous vous baladez un peu vous allez voir dans les municipalités ce qui se passe, vous voyez qu'un certain nombre de gens qui sont employés dans ces collectivités locales, c'est des gens qui sont parfois à la limite d'être employables. Et donc on peut se dire que ces gens-là, on pourrait s'en passer, avoir des gens plus efficaces. Si ces gens-là ne sont pas employés dans une petite commune, peut-être qu'ils auront besoin de soins qui coûteront beaucoup plus cher à la collectivité. Donc on a soins, c'est-à-dire de soins. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont limites, ils sont portés par leur emploi dans la collectivité locale. S'ils n'avaient pas cet emploi, ils seraient dans une position non seulement financière, mais aussi sociale et au-delà, qui serait compliquée. Et donc, ça, on peut... Voilà, c'est pas disciple, ça, vous l'entendez nulle part, jamais, mais quand vous vous baladez, vous le voyez bien. Et donc, on pourrait s'organiser mieux, mais si on s'organise mieux, est-ce que ça risque pas de se retrouver dans d'autres coups ailleurs? Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on peut faire mieux, mais à chaque fois, il y a des blocages qui sont extrêmement importants pour que ça n'avance pas. Alors on fait comment? Parce qu'il y avait à l'époque de Nicolas Sarkozy, ça remonte un peu maintenant, mais cette formule du 1 fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, tout remplacé. Ça avait le défaut, comme on sait bien faire en France, de mettre tout le monde sous la même toise, mais au moins le dossier avait avancé. Alors il faut voir, on a 40% des employés de la fonction publique, des 3 fonctions publiques qui ont plus de 50 ans, donc on peut se dire que là, on a effectivement des marges de manœuvre, mais là on retombe sur une méthode qui est la méthode la plus souvent employée en France, qui est la méthode Rabot, effectivement, qui est la méthode bête et méchante même, et donc on n'a pas besoin des mêmes moyens dans tous les ministères, et si vous diminuez de manière uniforme, eh bien, vous faites forcément de la mauvaise politique. Je crois que ce qui est très compliqué pour mener une vraie politique de baisse des dépenses publiques, c'est qu'il faut être élu sur ce mandat. Si vous regardez les vraies baisses de dépenses publiques qu'il y a eu depuis un demi-siècle dans les pays avancés, dans les grandes démocraties, il y a eu les États-Unis de Ronald Reagan, qui a été élu sur cette promesse de baisser l'emploi dans de baisser la dépense publique et de réduire la taille de l'administration. En France, on ne se fait pas dire là-dessus. On a exactement la même chose au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher. On a d'une certaine manière... Années 80 toujours. Hein. Oui. On a d'une certaine manière la même chose avec Donald Trump. C'était un message très fort de sa campagne, et d'où l'arrivée d'Elon Musk avec les résultats qu'on sait pour travailler sur l'efficacité de la dépense publique, puisque c'était ça le titre de la sorte de haut commissariat confié à Elon Musk. Donc ces 3 dirigeants politiques avaient la légitimité pour mener des actions assez violente, assez brutale. Oui, là, il n'y a pas de mandat. En France, il n'y a pas de mandat. En France, je crois que pour l'instant, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est totalement impossible de gagner une élection avec, en projet phare, parmi les 2 ou 3 idées fortes, le fait de réduire la dépense publique. Et ça, je pense que ça touche vraiment à notre histoire. C'est culturel, c'est pas seulement du jeu politique, c'est pas seulement des histoires économiques. Je pense que ça touche à la culture profonde de notre pays, parce que la France s'est construite autour de son État. Ça n'est pas le cas des autres pays. Alors nous, ça nous paraît évident que l'État est au centre. Mais si vous allez en Allemagne, l'Allemagne s'est construite autour de l'idée de nation. Le Royaume-Uni, c'est encore une autre histoire. L'Espagne aussi. Aux États-Unis, l'État, c'est même systématiquement un peu louche, et d'ailleurs c'est un pays qui s'est fondé sur une révolte fiscale. Et donc la France a cette particularité que elle a construit son identité autour de l'État. Et donc l'homme ou la femme politique qui s'attaque à la dépense publique, il s'attaque à l'État, et d'une certaine manière, il s'attaque à l'identité nationale, qui est un sujet qui est par ailleurs très sensible aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que politiquement, ça va être extrêmement difficile d'arriver à faire passer un projet qui engendre de vraies baisses des dépenses publiques. Donc, sur ces 40 milliards dont on a besoin, encore une fois, parce que pour aller de 5,5% du déficit cette année à 4,6%, objectif 2029 autour de 3% pour stabiliser la dette. C'est pour ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour la dette publique éviter une explosion. Les économies ne viendront pas, donc,
Je pense que ça sera... baisse malgré les annonces. Dans le climat politique actuel, avec la composition de l'Assemblée, avec la légitimité affaiblie du président, avec un Premier ministre dont on sent surtout que son souci c'est de durer, la possibilité d'avoir une vraie baisse de la dépense publique, moi, me paraît extrêmement limitée à court terme. Via notamment la baisse du nombre de fonctionnaires. Via notamment la baisse du... On sait combien ça pourrait rapporter d'ailleurs, ça? La masse salariale de la fonction publique, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros. Donc vous voyez que pour faire des vraies économies, il faudrait aller très vite, très fort, ce qui serait très compliqué et qui menacerait un certain nombre de points clés de l'économie française aussi, parce que les fonctionnaires, ils font aussi un travail utile. Bien sûr. Je repense à votre exemple dans le commissariat à la déposition, le ministre de l'économie qui évoque l'usage de l'intelligence artificielle. Oui, mais évidemment. Qui, selon lui, dit, enfin c'est ce qu'il affirme, que ça a permis de réduire le nombre de fonctionnaires à Bercy. C'est reproductive, ça, dans d'autres ministères? Évidemment, mais ça suppose, c'est ce que disait d'ailleurs Amélie de Montchalin dans l'interview qu'elle a donnée au JDD le week-end dernier, ça suppose une réorganisation profonde, c'est ce que je vous disais aussi pour l'hôpital. On peut faire des gains tout à fait conséquents, mais à condition de réorganiser en profondeur. Mais pour réorganiser en profondeur, il faut avoir le courage de le faire et les moyens politiques de le faire. Je voudrais juste citer un exemple, moi, qui m'avait frappé, qui était les radars. Vous savez pourquoi les radars, ça provoque autant de réactions? Parce qu'on se fait flasher quand on n'a pas envie de payer son amende. Parce que c'est formidablement efficace, parce que la chaîne a été automatisée de bout en bout. C'est juste ça. Le radar, il y a le radar qui prend la photo, il y a la plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation, on cherche la carte grise, tout ça est fait numériquement, carte grise, émission de la contravention, envoi de la contravention. Il n'y a pas possibilité d'avoir une intervention humaine. Et quand ce système a été mis en place, il y a eu une bagarre. La plupart des acteurs de cette chaîne voulaient faire comme avant, avec simplement une photo qui était prise par une machine au lieu qu'elle soit prise par un homme. Et donc il y a eu une bagarre très serrée, et on a complètement automatisé le dispositif. Ça a été formidablement efficace, il y a eu beaucoup moins de moyens humains, les moyens matériels ont été limités, et c'est d'une efficacité redoutable. Ça rapporte plusieurs milliards. D'où les révoltes. Mais on a changé complètement toute la chaîne. Ouais. Et donc là, on peut faire des progrès absolument considérables, pas seulement pour embêter les gens avec des contraventions dont on peut discuter du fait qu'elles soient méritées ou pas. Mais on peut faire beaucoup de choses, mais ça suppose de réorganiser en profondeur. Ça suppose d'avoir du dialogue social. Oui, bien sûr. Réorganiser. Bien sûr. Mais ça suppose d'avoir un mandat pour le faire, le talent pour le faire, les compétences humaines. Je reviens au management qui est absolument essentiel, parce que le management de façon générale, en France, dans les entreprises comme dans le public, est de qualité médiocre, et dans le public, c'est pas meilleur que dans le privé, voire parfois pire. Donc tout ça, c'est des compétences qui s'acquièrent, ça ne se fabrique pas du jour au lendemain, ça nécessite une politique de long terme, ça ne se fera pas en 1 an, ni même en 5 ans, hélas. Donc quand notre ministre de l'économie dit qu'il veut réduire le nombre de fonctionnaires, voilà. Ça restera des paroles. Ça risque de le rester, hélas, oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.